Aux confins de l'océan Indien, par 21 degrés de latitude sud et 55 degrés de longitude est, un volcan émerge il y a 2 millions d'années. L'île de la Réunion demeure un réceptacle accueillant et fécond pour les apports au gré des vents et des courants marins. Aujourd'hui département français d'outre-mer, de 600 000 habitants, la Réunion est fière du brassage ethnique qui lui a conféré son identité. Dans ce melting pot à la bourbonnaise, la contribution de l'Inde est omniprésente. Dès le XVIIIe siècle, en accompagnement à la traite des Noirs, sont arrivés les premiers Indiens. Ils ont constitué l'essentiel de la population dite les libres de couleur. Après 1848, date de la seconde abolition de l'esclavage, le recours intensif à la population indienne pour accompagner l'essor de l'économie de plantation, fondée sur la canne à sucre, va modifier profondément le peuplement de l'île. Le contrat de départ donnait aux engagés indiens l'autorisation de célébrer leur culte, les propriétaires du domaine fournissant parfois le terrain pour édifier les temples. Cela a permis à la communauté tamoule de cultiver ses pratiques religieuses qui demeurent un des traits distinctifs de son identité culturelle. À partir de 1870, après une première immigration chinoise, débutera réellement l'implantation durable des Indo-musulmans à La Réunion, en provenance du Gujarat. Ayant choisi d'exercer leurs compétences tout d'abord dans les métiers de commerce, il n'est pas une rue principale des villes de La Réunion qui ne soit ainsi dotée du charme discret de l'Inde musulmane, voile des femmes ou arabesque de l'architecture. Mais l'apport essentiel de cette communauté au patrimoine culturel réunionnais demeure ce morceau précieux de l'islam qu'elle cultive ici en nous, offrant à tous le partage de ses valeurs. Alléchés par ces échantillons de la culture indienne dans une société réunionnaise déjà bien métisse, nous décidons de remonter aux sources. Nous voici donc à la porte de l'Inde, à Bombay, par où sont nécessairement passés bon nombre d'Indo-réunionnais. Car quelle que soit leur province d'origine, l'histoire coloniale les a fait embarquer de cette côte. Bombay est en effet un port prospère depuis 1650, véritable plaque tournante et deuxième ville de l'Inde après Calcutta. La ville, la vraie ville du tiers-monde à la dimension du continent indien, est d'emblée impressionnante, voire inquiétante pour tout réunionnais raisonnable. Ces métropoles apparemment anarchiques ont contribué à l'image facile d'une Inde misérable et surpeuplée. Pourtant, une plongée dans les entrailles d'un vieux quartier révèle un monde paradoxalement bien ordonné à travers l'enchevêtrement des ruelles et des caniveaux. D'ailleurs, nous arrivons à l'heure à la gare pour le deuxième choc indien sur la piste du pays tamoul. Le chemin de fer, c'est l'occasion de réviser son vocabulaire quant aux notions de foule ou de cohue, tout en découvrant concrètement un aspect démographique d'un État avoisinant le milliard d'habitants.
Dans l'état du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, 130 000 km² et plus de 60 millions d'habitants, il y a, nous le savons, une des sources principales du peuplement de notre île. La piste se précise. Les caractères employés sur les panneaux indicateurs ne sont pas tout à fait inconnus. Ils nous confirment que nous sommes sur la bonne voie, en vrai pays tamoul. Il faudra auparavant se plonger de nouveau dans l'atmosphère d'une grande métropole, Madras. La capitale de l'État compte plus de 3 millions d'habitants. Le caractère méridional de la cité confère à l'intensité réelle du trafic une note moins agressive qu'à Bombay. Tous nos ancêtres tamouls n'étaient pas de la capitale. Plus au sud, un lieu a longtemps entretenu avec la Réunion des relations privilégiées. D'emblée, les traces de ces liens historiques sont affichées au coin des rues en version bilingue. Le célèbre comptoir de Pondichéry, dont le nom restera toujours associé à ceux de Chandernagore et Karikal, est aujourd'hui une enclave originale du Tamil Nadu. Le boulevard de la mer offre une véritable leçon d'histoire. Il y a d'abord les pères de la nation moderne, Gandhi et Nehru, encadrés des antiques colonnes du patrimoine dravidien millénaire. La courte parenthèse à l'échelle du temps indien de l'épopée coloniale est aussi évoquée. L'Institut de Pondichéry détient en fait quelques-unes des plus belles pièces de l'histoire de la Compagnie des Indes, celle-là même qui a pesé si lourdement sur le destin de l'île Bourbon. Le mobilier a donc un petit air familier. Tout ici évoque le voyage, l'aventure, les rêves de richesse, d'or et d'épices. Les vanités de ce monde, c'est bien connu, ne sont pas éternelles. Dans le cimetière local reposent donc côte à côte les grands de l'époque et quelques citoyens plus modestes dont les noms nous sont particulièrement familiers. Aucun doute, c'est dans cette région que tout s'est joué. Rassurés, la découverte de la campagne environnante s'impose. L'Inde est qualifiée de pays aux 100 000 visages. Le monde rural concerne les 3/4 de la population. C'est là que se joue la partie cruciale entre le développement des ressources et accroissement de la population. Parfois, il faudra s'exiler pour survivre. Dans cette partie, le pays tamoul n'est pas le plus défavorisé au plan des conditions naturelles. Mais c'est la pluviométrie qui déterminera encore le sort de bien des paysans. À la campagne, le rôle prépondérant de la femme comme acteur économique est flagrant. Ce sont encore elles qui accomplissent l'essentiel des travaux agricoles en sus de leurs tâches domestiques. Le poids de la tradition est encore très fort. Dans toutes les sociétés rurales, les bourgs sont nés à partir du commerce et autour de la place du marché. Les bourgs du pays tamoul sont avant tout explosion de couleurs et de bruit.